La vidéo que tu t'apprêtes à voir est sponsor... Non, je déconne. En fait, c'est simplement une vidéo conférence de Farhad qui est sur le Discord depuis un petit moment et qui est docteur en neurophysiologie, qui a décidé de faire une petite présentation rapide d'une trentaine de minutes sur le système nerveux en sport parce qu'on lui avait demandé en fait. Et oui, cette vidéo, elle est un peu simple, tu vas voir, enfin, ça pose bien les bases, mais on va dire qu'on ne va pas de façon très poussée dans les détails. C'est normal puisque Farhad a prévu d'en faire d'autres. Donc si tu veux les suivre, être au courant de l'actualité, va directement sur le Discord. Et il n'y a pas que lui d'ailleurs, hein. On fait des mini-conférences assez régulièrement, c'est souvent le samedi soir. Pourquoi ? Parce qu'on a plein de gens qui sont compétents. On a des gens dans l'ingénierie des matériaux, on a des gens qui aussi font de la nutrition, genre qui ont eu leur master, etc. là-dedans. Hein. On a plein de gens comme ça qui, en fait, ont envie de faire un petit peu profiter de leurs connaissances à tout le monde. Je t'invite donc du coup, si tu as envie d'y participer, si tu veux proposer ton thème de conférence, tu peux. Tu n'as pas besoin d'être très compétent, hein. Tu as juste besoin d'être très motivé et d'avoir un vrai domaine de spécialité que tu penses qui peut apporter des choses aux gens. Quand je dis t'as pas besoin d'être très compétent, je veux dire par là, attention, pardon, tu n'as pas besoin d'avoir un diplôme ultra haut dans le domaine. Si tu sais des choses, ça nous suffit. En revanche, il faut que ce soit sourcé, etc. etc. Hein. On ne te fera pas dire n'importe quoi, je veille au grain. Bref, je te laisse sur la conférence, la mini-conférence de Farhad. Tous les liens, genre pour avoir accès aux diapos qu'il met là, sont en description. Bon visionnage. Bon, je suis désolé, hein, c'est en anglais, je vous expliquerai après. Qu'est-ce que vous allez apprendre à travers cette présentation ? En tout cas, j'espère que vous allez apprendre. Alors, peut-être que pour certains, c'est déjà acquis, mais je vais déjà me présenter. Ensuite, je vais vous donner quelques bases de l'anatomie. Alors, anatomie sur le système nerveux, hein. J'ai pas les compétences pour le reste. Et ensuite, on va rentrer dans le vif du sujet, donc le système nerveux au sport. Pour ce faire, j'ai découpé donc le sujet en trois parties, donc le mouvement, l'apprentissage et la force. Alors, le sujet est tellement vaste, hein, il y a d'autres choses auxquelles on pourrait parler, mais j'aurais probablement pas le temps, et ça pourrait éventuellement, si ça vous plaît, faire le sujet d'une autre présentation. Et ensuite, faire un petit résumé de ce qu'on a vu. Bon, d'abord, qui je suis, je vais pas passer du temps dessus parce que c'est pas important. En gros, j'ai fait une école d'ingénieur, ensuite j'ai fait une thèse sur les neurosciences en électrophysiologie, donc à moitié au Japon, à moitié en France. Et actuellement, donc je suis chercheur payé par les États-Unis pour travailler sur divers sujets. Donc d'un côté, il y a tout ce qui est neurosciences. Moi, je suis spécialisé sur la communication entre la machine et les neurones. Et d'un autre côté, sur diverses technologies, dont la technologie quantique, pour résoudre plusieurs problèmes qu'on appelle problèmes d'optimisation combinatoire, mais c'est complètement pas le sujet, donc je vais pas rentrer dans le détail. Donc j'aimerais quand même quelques mots avant de rentrer dans le vif du sujet. Donc, alors, je mets toujours ce genre de slide, mais c'est pas méchant, il y aura de l'anglais, c'est parce que j'ai un clavier américain, c'est pas juste pour me la péter, mais c'est vraiment lourd de écrire en français sur un clavier américain. J'ai mis Mathematical Expression, mais il n'y en aura pas. C'était vis-à-vis de la dernière présentation, j'ai juste pas beaucoup changé la diapo. J'ai oublié de la zapper, désolé. Et il y aura quelques mots techniques, mais je l'expliquerai. N'hésitez pas à le noter quelque part et à me poser la question ensuite. C'est pas un souci. Les biais et la limite de compétence, c'est par rapport à moi. Je suis docteur en neurosciences, jeune diplômé, mais ça ne fait pas de moi un gars qui possède la connaissance absolue. Donc n'hésitez pas à me remettre en question, pensez critique et n'hésitez pas à vérifier les sources. Si je n'ai pas mis de source, ce qui est probable, parce que je vais pas vous mentir, je l'ai fait un peu vite j'ai fait un peu vite les diapos. Demandez-moi les sources. Voilà. Donc on va rentrer dans le vif du sujet, la neuroanatomie. Alors, appliquée au sport, hein, bien sûr, je ne vais pas vous refaire tout le topo sur toute l'anatomie du système nerveux. On en aurait pour 3-4 présentations d'affilée.
Alors tout d'abord, le système nerveux, il est séparé en deux parties. Il y a le système nerveux central, donc avec le cerveau. Je ne sais pas si vous voyez ma souris. Avec le cerveau qui est ici. Le système nerveux central possède un prolongement ici qu'on peut voir après le brainstem, c'est brainstem en français, le tronc cérébral. Le tronc cérébral, donc, qui possède un autre prolongement qui est la moelle épinière. Alors pareil, hein, s'il y a des mots en anglais que vous voulez que je traduise, n'hésitez pas à me le dire. Donc la moelle épinière, et ensuite, j'en parlerai très rapidement, le système somatique et autonomique, mais c'est clairement pas le sujet. Alors ça pourrait être le sujet, mais c'est un détail que je trouve pas important en tout cas dans ce que je vais présenter. Alors bon, il faut savoir que le cerveau possède plus de 120 milliards de neurones. On n'a pas encore réussi à dénombrer, je dirais pas un nombre exact, mais même une moyenne. Il y a encore des zones qui nous paraissent, alors pas inaccessibles, mais compliquées à étudier. La taille de neurones, on s'en fout un peu pour le moment. Là, par contre, c'est important, les types de neurones. Il y en a trois auxquels on va nous s'attaquer, donc les neurones sensitifs, les neurones moteurs et les interneurones. J'en parlerai dans la suite, mais gardez-le dans un coin de votre tête. Alors, rapidement, hein, une petite discrétion par rapport au système autonome, vu qu'on l'a énoncé. Donc le système autonome donc est divisé en deux parties, donc le système sympathique et le système parasympathique. Il y a un des systèmes donc le système parasympathique qui amorce l'inhibition de certains muscles, entre guillemets, de certains nerfs, et le système sympathique qui, lui, amorce l'excitation. Alors pourquoi j'en parle, c'est aussi par rapport, entre guillemets, à l'actualité, c'est parce qu'il y a une certaine personne, un grand chauve, dont je ne citerai pas le nom. D'ailleurs, pour éviter de citer son nom, je vais l'appeler Nassim, qui a parlé récemment du système sympathique et parasympathique en parlant de la digestion. Sauf que le sujet est un peu plus complexe que ça, dans le sens où il y a un article qui parle du système nerveux et de la digestion, mais qui montre qu'au contraire, après une activité stressante, finalement, il y a quand même une forte inhibition et une forte excitation sur le système de digestion. Et du coup, ça en fait un système bien plus complexe qu'il n'a été présenté. Des expériences ont montré que finalement, donc par rapport au sujet de Nassim, hein, que manger avant ou après n'avait pas tant d'importance que ça. Bref, je vais pas rester dessus, c'est pas le sujet. Pour revenir à la neuroanatomie, donc je vous ai présenté le cerveau, le tronc cérébral et la moelle épinière. On va rentrer un peu plus dans le détail, on va parler des neurones et des nerfs. Donc un neurone, donc les neurones c'est les unités cellulaires que vous trouvez dans le cerveau qui permettent tout finalement, dans le sens où la réflexion, les mouvements involontaires ou non volontaires, les sentiments, les pensées abstraites, etc. Donc le neurone, lui, est composé de ramifications, ici, qu'on peut voir, qu'on appelle dendrites. C'est sur ces dendrites qu'on va recevoir les informations. Le neurone envoie, lui, par contre, ces informations à travers un axone. L'axone qui est entouré de myéline et de nœuds de Ranvier, mais j'en ai déjà parlé dans une précédente présentation et c'est pas important dans la présentation actuelle. Cet axone se ramifie en plusieurs synaptiques terminales synaptiques, pardon, qui vont, eux, alors soit innerver des muscles, soit innerver d'autres dendrites pour la communication. Les nerfs sont composés principalement de plusieurs axones.
Donc les axones, c'est ce qu'on peut voir ici. Donc les nerfs, c'est ce qui va permettre de transmettre un certain nombre d'informations du système nerveux central vers le système nerveux périphérique, et vice-versa. On va passer donc à l'innervation du muscle. Donc tout à l'heure, il y a une diapo, pardon. Vous avez pu voir que le neurone, lui, possède sa ramification, son axone, donc à travers plusieurs boutons synaptiques. Ces boutons synaptiques vont venir ici à travers donc, les synapses, que j'ai pas évoqué précédemment, mais bon, je l'évoque maintenant, à travers les synapses qui vont transmettre donc, les neurotransmetteurs ici. Concrètement, l'information se propage à travers l'axone et va arriver vers la synapse. La synapse, elle, va avoir une action plutôt biochimique, dans le sens... Alors, tout est biochimique, hein, c'est bien sûr pour simplifier, mais la réaction de la synapse est principalement biochimique, en parlant de synapses chimiques, bien sûr, puisqu'il existe des synapses électriques, mais on va pas rentrer dedans. Donc, qui vont servir à activer le muscle. Mais le contraire est vrai aussi. Il y a donc alors je sais pas comment le traduire, hein, je suis désolé, le muscle spindle, qui va donc détecter un stretch, un étirement. Merci. Qui va détecter donc la contraction, la tension du muscle et qui va transmettre, elle, l'information vers les neurones sensitifs, dont je parlais plus tôt. Et donc, le cerveau, lui, va traiter l'information. Alors, désolé, j'ai oublié de parler d'un truc. Tout à l'heure, je vous ai dit de garder en tête ces différents types de neurones. Donc, je vous ai dit de garder en tête le neurone sensitif, l'interneurone et le neurone moteur. La différence entre le neurone sensitif et le neurone moteur, c'est la direction dans laquelle va se propager l'information. Le neurone sensitif, donc comme vous pouvez le voir ici, c'est un neurone donc, qui va recevoir l'information du muscle et qui va transmettre l'information vers le système nerveux central. Le motoneurone, lui, c'est le contraire. Il va recevoir une information du système nerveux central et il va l'interpréter et contracter les muscles que ce motoneurone innerve. L'information, comment elle se transmet? Donc, très rapidement, il y a des impulsions électriques qu'on appelle spike. Alors, je me suis auto-cité, faut bien se faire un peu de pub. Hein. Ça vient d'un de mes articles. Alors, à prendre avec des pincettes dans le sens où ça, c'est ce que vous pouvez voir dans un neurone cortical ou même dans un neurone sensitif. En revanche, dans un moteur neurone, où vous n'avez pas ces irrégularités-là qu'on peut voir, les spikes, alors on appelle ça des spikes ou des potentiels d'action, hein, ces petits pics qui apparaissent, donc c'est l'information qui est transmise d'un neurone vers un autre neurone, et ces petits pics sont plus réguliers, plus clean, entre guillemets, sans ce qu'on appelle du bruit dans les motoneurones. Heureusement, hein, d'ailleurs, parce que si vous aviez du bruit, vous auriez un certain nombre de contractions involontaires sur vos muscles squelettales. Donc le neurone transmet ces spikes via l'axone, comme je l'ai dit précédemment. On arrive à la synapse, donc la synapse qui est représentée ici. Comment fonctionne la synapse très rapidement et concrètement? Au moment où on reçoit un signal électrique ici, vous avez tout un processus biochimique qui va faire fusionner ces petits vésicules donc, contenant les neurotransmetteurs avec la paroi qui va les libérer. Et cette libération va entraîner une transmission d'informations dans le sens où les neurotransmetteurs vont être captés par ces petits canaux pour ensuite retransmettre une information électrique. Je vous épargne tout le détail, et puis j'en ai déjà parlé dans la présentation précédente, mais si vous voulez plus de détails, n'hésitez pas à me poser la question à la fin de la présentation. Alors, petite
petit aparté quand même pour montrer l'importance quand même de ces signaux électriques, c'est que il y a quand même plusieurs expériences qui ont été menées au moment où une excitation se faisait sur donc, un motoneurone qui transmettait donc les potentiels d'action, ces trucs-là, vers les muscles. On pouvait observer des signaux électriques, donc signaux électriques qui venaient de plus en plus faibles en fonction de la distance, à travers les fibres musculaires. Voilà, donc, petit aparté. Donc, pour résumer un peu l'anatomie du système nerveux, donc, vous avez donc le cerveau, le tronc cérébral, donc brainstem, le tronc cérébral qui continue ici avec la moelle épinière. Vous avez ici alors dans le cas d'un mouvement contrôlé, vous avez une information d'un neurone moteur qui se trouve plus haut, on appelle les upper motor neurones, les neurones upper, bref, peu importe, qui vont donc transmettre une information aux neurones donc, qui seront plus localisés. Donc ce seront toujours des neurones moteurs. Et ces neurones moteurs qui innervent les muscles vont activer la contraction. Bon, j'expliquerai un petit peu plus en détail la contraction par la suite. Et ces informations se font à travers donc, ces pics, ces spikes, ces potentiels d'action. Alors, encore une fois, hein, dans un motoneurone, il n'y a pas ces irrégularités. J'ai pris l'image à l'arrache et ça fait partie d'un de mes articles. Alors, là, c'est le cas d'une communication descendante. Dans le cas ascendant, je l'ai présenté juste avant, vous avez donc l'information qui est récupérée par un système de sensor. Alors, je suis désolé, hein, j'ai les mots en anglais, donc parfois je vais galérer. Et qui va transmettre l'information vers le cerveau. Il manque une image, ça doit être mon redémarrage qui l'a viré. Mais en gros, je voulais vous présenter rapidement toutes les manières de mesurer les muscles. Donc, celle dont vous avez sans doute déjà entendu parler, c'est potentiellement donc, le MG et le MMG. Alors, le MMG et le strain gauge, ça fonctionne à peu près de la même façon. Sauf que le MMG est un peu plus large dans le sens où vous pouvez utiliser en fait des ondes mécaniques, la vibration en fait de la contraction du muscle peut être enregistrée. Et dans le cas de l'électromyographie, vous enregistrez plutôt donc ce que je vous ai montré juste avant, les activités donc électriques des muscles et de la contraction musculaire. Donc maintenant, on va parler du système nerveux, mais plutôt en action, donc c'est ce qui nous intéresse un peu plus. Alors je précise bien un overview, parce que le sujet est tellement large que je vais vous donner juste un aperçu de ce qui se fait, de ce qu'il se passe. Si vous voulez plus de précision sur l'un des sujets que je vais vous présenter, donc le mouvement, l'apprentissage et la force, ça pourra se faire sur une autre présentation. Je pense qu'il faut bien 30 minutes sur chacun de ces sujets, de ces sous-sujets, pour les traiter correctement. Et encore, ça serait pas les traiter en profondeur, mais avoir encore une fois une vue d'ensemble de ces points. Donc le mouvement, donc la contraction musculaire, elle se fait, donc je vous ai expliqué tout à l'heure et je vais le re-expliquer, donc l'excitation de votre neurone, donc bien sûr elle se fait par réception du potentiel d'action sur une dendrite, donc la dendrite, les ramifications de vos neurones. Le neurone traite, entre guillemets, l'information et régénère un potentiel d'action sur l'axone, donc qui va recréer tout le processus biochimique que je vous expliquais précédemment. Donc là, le release, l'exocytosis de neurotransmetteurs, donc en bleu les neurotransmetteurs. Ces neurotransmetteurs vont donc aller se fixer, donc ça c'est une fibre musculaire, hein.
c'est vrai que j'ai juste mis un cylindre, donc vont aller se fixer sur les canaux, les récepteurs de la fibre musculaire, ce qui va entraîner donc une charge de calcium. Et la charge de calcium par un procédé biochimique que je ne maîtrise pas, donc je ne vais pas rentrer dans le détail. Gaïs sera sans doute beaucoup plus calé que moi sur le sujet. La contraction va se produire. Alors, le taux de calcium est assez important. Je vais l'expliquer dans la partie sur la force, pourquoi. Mais c'est assez important de comprendre ce petit schéma. Dans les mouvements, il y a 3 types de mouvements. Donc les réflexes, les mouvements stéréotypés et les mouvements volontaires. Je vais pas rentrer dans le détail, je vais surtout parler des réflexes et des mouvements volontaires. C'est surtout ce qui nous intéresse au sport dans ce cas-là. Pour le cas du réflexe, j'ai pris un exemple assez connu. Alors, les images sont tous plus ou moins similaires, hein, je les ai tous récupérées de 2 grosses de mes références en neurosciences. Si ça vous intéresse, je vous le donnerai à la fin. Sur le réflexe, il y a cet exemple qui est très connu, qui est l'exemple myotatique, si je ne me trompe pas en français. Donc comment ça fonctionne? Vous avez une pression ici, donc vous avez une réception donc, de la tension du muscle qui va se faire. Va y avoir une boucle, un feedback qui va s'exécuter, qui va faire que le neurone qui innerve le muscle va recevoir une information, donc via ce dont je vous ai déjà parlé, les spikes, les potentiels d'action, et qui va amorcer une contraction involontaire du quadriceps. Alors, ce qu'il y a d'intéressant avec, alors outre le fait que cet exemple est très connu, c'est le feed forward inhibition. Donc ce qui est intéressant avec cet exemple, c'est que beaucoup de muscles squelétals et de muscles et de réflexes, et de processus de réflexe fonctionnent avec ces deux procédés. Et le feed forward inhibition, c'est que au moment où vous allez envoyer une excitation sur votre muscle extenseur, vous avez une information qui va être envoyée, une information plutôt inhibitrice sur le muscle flexeur. Donc, je m'avance peut-être, mais on avait parlé, Gaïs en a parlé dans ses vidéos, on en avait parlé sur le Discord, mais il est possible que ça facilite le training agoniste-antagoniste. Ensuite, les mouvements volontaires, alors je suis désolé, il manque des choses, et le procédé de mouvement volontaire est très compliqué. On pourra en parler dans une prochaine présentation si vous le voulez. Donc finalement, comment se passe le processus de mouvement? Donc vous avez votre cerveau qui analyse, donc un tas de sensors, de capteurs, donc optiques, sensoriels qui vont qui vont récupérer l'information. Ensuite, la planification. Donc tout ça c'est abstrait, hein. On sort de ce que je vous ai montré juste avant avec les potentiels d'action, etc. Et ensuite le mouvement. Alors ce que je voulais vous montrer dans le mouvement volontaire, c'est l'importance de la proprioception. Alors là, l'expérience s'est faite sur des personnes qui ont des problèmes de proprioception. Et ces problèmes de proprioception, en fait, entraînent une incapacité de se... c'est la définition de la proprioception, la capacité à se retrouver dans l'espace. Mais l'expérience montre clairement que la proprioception est importante dans le cadre de contrôle de trajectoire et de précision. Donc, dans le sport, potentiellement. Et la proprioception s'entraîne par des capacités abstraites et un entraînement finalement physique et mental au sport. Maintenant, je vais passer à la partie plus d'apprentissage. Alors, je passe très rapidement, puisque je suis déjà à 25 minutes de présentation. Donc, l'apprentissage
se fait via donc, de nouvelles connexions. Donc, vous l'avez entendu régulièrement, encore et encore, les nouvelles connexions. Mais là, je vous montre un article qui est sorti dans Science en 2014. Très bel article que je vous conseille de lire, où on voit clairement apparaître finalement après... Alors, qu'est-ce qu'ils appellent pre-training? C'est juste le fait de... Alors, ça a été fait sur des souris. Et les souris, en fait, on les a entraînées à se déplacer et à se retrouver dans l'espace. Et ce pre-training, après 24 heures, en fait, on a pu vérifier et observer la présence de nouveaux boutons dendritiques. Alors ça, c'est un axone, d'accord? Donc l'axone, comme si vous vous souvenez bien, c'est la ramification qui sort du neurone, c'est l'information qui est envoyée par le neurone. Et vous avez des petits boutons synaptiques ici. Donc, encore une fois, pour rappel, le bouton synaptique, c'est ce qui va se connecter soit aux dendrites, soit aux muscles, de manière à contracter le muscle ou envoyer d'autres informations. Gaïs m'avait posé une question il y a quelques mois, justement, sur le fait de savoir si de nouvelles connexions se faisaient sur les muscles. Et du coup, la réponse est oui. De nouvelles connexions se font sur les muscles, puisqu'a priori, les axones et les dendrites fonctionnent de la même manière pour les motoneurones que pour les neurones corticaux. Alors, bien sûr, le nombre de dendrites est différent selon les types de neurones et la position dans le cerveau de ces neurones. Petit aparté, certains neurobiologistes déterminent l'intelligence biologiquement comme le fait d'avoir une certaine plasticité et le fait d'avoir un très grand nombre, une très grosse structure dendritique sur ces neurones, et non le nombre de neurones en lui-même. D'ailleurs, par rapport à ce nombre de neurones, il était montré sur un article alors, c'était une moyenne sur 30 hommes et 30 femmes, et les 30 femmes avaient en moyenne plus de neurones que les hommes. Mais bon, ça n'a pas de... C'est juste pour votre culture générale, et je trouve ça cool. La synaptique facilitation, donc je vais en parler juste après. Donc il y a une loi qui est très connue. Alors, vous n'êtes pas obligé de lire le texte, je vais vous le résumer. En gros, si votre neurone a spike, donc pour rappel les potentiels d'action, les signaux électriques, les petits pics dont je vous parlais juste avant, se déclenchent avant le neurone B, la synapse va avoir tendance à être facilitatrice. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la synapse va avoir tendance à émettre plus de potentiel d'action et éventuellement plus de neurotransmetteurs. Donc, très rapidement, un schéma simplifié qui réexplique. Alors, ne lisez pas ce cadre, c'est une slide que j'ai reprise. Pour résumer brièvement, le neurone 1 et les neurones 2 vont spiker tous les deux sur le neurone 3. Donc, si on applique le principe, alors, non seulement on va voir que les dendrites vont intégrer ces potentiels d'action, donc on va avoir une excitation ici. Alors, c'est pas forcément des spikes qu'on va voir, mais on va avoir plus d'augmentation du potentiel de la membrane, donc de l'activité électrique. Et plus on en aura, et plus il y aura une facilitation finalement à émettre ce potentiel d'action. Voilà, petit aparté très rapide. Maintenant, on va passer à la force. Donc tout ce que j'ai dit avant, retenez-le bien, puisqu'on va pas le résumer, mais ce sont des principes. Tout est lié, finalement. La force, la proprioception, ce dont je parlais juste avant, la facilitation, les activités neuronales. Alors, Alors, je vais parler sur le principe purement du point de vue neuroscientifique. Je ne vais pas parler du point de vue biologiste ou nutritif, etc. Donc, du point de vue du système nerveux, la force d'un muscle dépend donc du nombre de motoneurones activés, du nombre d'activités... Alors, pardon, de motor unit. Un motor unit, c'est
un neurone et plusieurs fibres musculaires. Donc, plus vous allez activer et innerver de fibres musculaires, plus vous allez utiliser de motoneurones, et plus votre muscle, la force de contraction sera forte. De plus, les activités des neurones jouent un rôle dessus, bon je vais l'expliquer juste après. Pour illustrer ce que je disais, il y a une expérience qui a été faite sur l'activité des motor units d'un chat, et en fonction donc de différents sports, mouvements que le chat faisait, et finalement le pourcentage de force a été très très fortement corrélé avec le nombre en pourcent de motoneurones qui innervaient les fibres musculaires recrutées. Donc cette expérience démontre très très bien, et il y a d'autres expériences qui ont été faites par la suite, qui montrent très clairement qu'un nombre de motoneurones activés et un nombre de fibres musculaires, un plus grand nombre de fibres musculaires activées amène une plus grande force. Alors on dépend de plus de fatigue. Ensuite, autre chose, c'est l'arrangement des fibres musculaires, donc j'en parlerai juste après, je vais aller très vite vu que je suis déjà à 30 minutes. La force donc de contraction, donc qui vient avec l'architecture des fibres musculaires. Alors encore une fois, l'architecture des fibres musculaires en elle-même, j'ai pas les compétences pour vous donner dans le détail, mais là été montré que la force de contraction était aussi très corrélée à la structure, donc à la forme de vos muscles, à la manière dont ils sont innervés et à la manière dont ils sont connectés aux os et aux tendons. Donc, pour illustrer cette histoire d'activité, encore une fois, c'est qu'il a été montré dans une expérience de 1926, donc je l'ai retracé ici puisque l'article est très vieux et la figure est pas très jolie, mais en gros on a stretch, étirer un muscle de grenouille, et en étirant ce muscle de grenouille on a enregistré les activités des motoneurones qui innervent ces muscles, et en fait il se trouve que en fonction donc du poids équivalent, donc de l'étirement de la tension qui a été mise sur le muscle, on avait une fréquence de spike, donc une fréquence de potentiel d'action. Les potentiels d'action, c'est ce que je vous ai déjà montré ici. La fréquence du potentiel d'action, c'est le nombre de pics que vous allez observer sur une seconde. Donc c'est ça, la fréquence en Hertz, l'unité Hertz, c'est ce que ça désigne, le nombre de signaux qui se répètent à la seconde. Et finalement, plus vous allez étirer le muscle, mettre de tension, et plus vous allez émettre de rapide, de fréquence de spike. Et c'est aussi vrai pour le contraire, c'est-à-dire que plus vous allez envoyer de pics, de spike à travers vos motoneurones sur vos muscles, et plus vous allez créer de force. Alors ça s'explique par plusieurs choses. Tout à l'heure je vous ai dit de le garder dans un coin de votre tête, le fait de la concentration en calcium qui se trouve dans vos fibres musculaires au moment où les neurotransmetteurs partent des synapses aux fibres musculaires. Et en fait, cette haute fréquence de spike va augmenter ou garder constante cette concentration en calcium qui, elle, aide à l'activation du réticulum syndoplasmique. Encore une fois, je ne suis pas habilité pour vous donner les détails sur les muscles, car ils seront bien plus compétents que moi sur le sujet.
Donc je vous ai dit tout à l'heure que la structure du muscle avait une importance. Alors là, c'est plus biomécanique, mais il faut savoir aussi que, outre l'aspect biomécanique, le système nerveux, lui, il s'adapte à ces structures, ces différentes structures. Alors là, je vous ai mis les structures qu'on retrouve le plus souvent dans le corps humain. Et en fait, on a remarqué que les muscles qui émettaient le plus de force étaient ces configurations-ci, les C, D et E. Et le système nerveux, donc lui, va s'adapter à ces structures en innervant, en recréant de nouvelles connexions synaptiques sur ces structures particulières. Dis-moi. Donc j'ai eu deux trois petites questions sur le Discord qui sont passées rapidement. Donc je vais pareil y passer rapidement. Donc la douleur c'est quand même un processus assez compliqué. Je vous avoue que je ne connais pas exactement le fonctionnement du système de la douleur, il est assez complexe. La fatigue nerveuse, c'est quelque chose qu'on entend souvent. Concrètement, comment ça se passe? C'est au moment où vous allez transmettre donc votre neurotransmetteur donc de votre synapse dont je vous ai parlé précédemment vers vos muscles ou vers d'autres neurones. Finalement, le fait, entre guillemets, de balancer trop de neurotransmetteurs va créer un déséquilibre hormonal qui va entraîner donc ce qu'on appelle la fatigue nerveuse. Vous allez avoir moins de neurotransmetteurs disponibles donc dans les synapses considérées. Voilà, c'est ça. Alors, petit aparté, les neurotransmetteurs qui sont principalement utilisés dans le cadre du sport, donc dans la transmission des neurones aux muscles, c'est l'acétylcholine. Bon, c'est juste pour la culture, ça change absolument rien. La neurogénésis, donc j'entends beaucoup de personnes, et c'est vrai qu'on le retrouve sur beaucoup de sites. Je crois l'avoir vu sur Wikipédia, le fait que les neurones meurent et disparaissent à tout jamais. Il y a un processus qui a été découvert il y a quelques années maintenant, qui est la neurogénèse. Donc c'est l'apparition de certains neurones sous certaines contraintes, conditions et dans certaines parties du cerveau. Donc bon, c'est juste histoire de briser un mythe, les neurones ne meurent pas à tout jamais. Et ensuite, donc le sport et la santé, donc plusieurs articles scientifiques montrent très bien l'interaction que le sport a. Alors je parle même pas de la santé, de l'obésité, des maladies autres que nerveuses, mais le sport joue un très grand rôle donc pour guérir par exemple la dépression ou pour stimuler son système nerveux central. Comme vous allez pouvoir comprendre pourquoi maintenant, après que je vous ai expliqué tout ce que je vous ai expliqué. Bon voilà, j'ai fini, donc n'hésitez pas à me demander des références si j'en ai oublié, s'il y a des parties qui vous intéressent. Faites du sport pour votre santé, de toute façon j'imagine que si vous êtes sur ce Discord c'est que vous en faites. Et pour la prochaine présentation, si vous voulez que je rentre plus en profondeur sur un des sujets que j'ai présenté, puisqu'on est déjà à 40 minutes, n'hésitez pas à me le dire, et je pourrai, donc ça sera pas avant quelques mois, et je pourrai rentrer plus dans le détail. Voilà. Donc si jamais vous avez des questions, c'est le moment. Et j'espère que ça t'a plu. N'hésite pas à liker, partager, t'abonner, commenter si jamais tu as envie de soutenir un petit peu ce travail-là. Va sur le Discord si tu veux participer à tout ça en live, avoir accès aux conférences, etc. Ça peut toujours être cool, c'est de l'entraide et tu peux aussi me suivre sur Insta. Je t'y répondrai aussi par message privé, mais sans doute moins vite que sur le Discord et sans doute il y aura plus de personnes pour répondre à tes questions dessus. Sinon, tu as toujours mon Utip, mon Tipeee si tu veux lâcher une petite pièce pour soutenir le travail accompli.
Et puis c'est tout. Prends soin de toi et à la prochaine. Peut-être que je vais faire des lives un peu plus souvent, mais dans ce cas-là, je passerai peut-être sur Twitch. Qu'est-ce que vous en pensez ?